Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Mondovision, votre émission géopolitique sur Radio J, tous les dimanches à 16h05, une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie du géopolitologue Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous suivre, chers auditeurs, sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur notre page YouTube. Alexandre Adler, c'est l'événement politique de la semaine à venir au Proche-Orient. Les Israéliens retourneront aux urnes mardi. Ce sera la 4e fois en moins de 3 ans. La dernière coalition de Netanyahou-Gantz était née pour répondre, on s'en souvient, à l'urgence du coronavirus. Moins d'un an après, la Covid-19 est toujours là, même si Israël se trouve aujourd'hui dans une situation appréciable grâce au succès de sa politique vaccinale. Alors Alexandre, quels sont selon vous les enjeux de cette élection de la 24e Knesset ? J'aurais presque envie de dire qu'il n'y en a pas trop parce que on voit bien que les blocs, bien qu'il y ait toujours des surprises jusqu'au dernier moment et beaucoup d'indécis, sont à peu près constitués. C'est-à-dire que ce ne sont pas des véritables landslides, comme on dit en anglais. Ce ne sont pas de véritables raz-de-marée qui nous menacent dans les élections israéliennes. Mais un petit peu comme dans le football américain, des petites avancées suivies de coups de sifflet, puis une nouvelle avancée. C'est un peu ça qu'on vit. Alors, bien évidemment, le corps électoral est profondément lassé. Au milieu de tout cela, est-ce que Bibi Netanyahou gardera une majorité ? Rien n'est moins sûr. Parce que l'addition d'un certain nombre de partis contestataires à la droite, à la gauche, au Pour, milieu, pour vous, c'est le seul enjeu ? laisse penser qu'il a un blocage. Mais oui, c'est un petit danger. Mais pour l'essentiel, me semble-t-il, eh bien, le système va se maintenir dans une certaine stabilité. Et c'est cette stabilité qui probablement va être mise en cause inévitablement un peu plus tard, lorsque peut-être sortis des objectifs essentiels qui sont après cette élection, et notamment la reconnaissance mutuelle de l'Arabie saoudite, qui ne l'a toujours pas fait évidemment, et d'Israël, c'est-à-dire véritablement l'application complète des accords d'Abraham, que nous pourrons dire, nous serons enfin témoins d'une tellement profonde nouvelle donne de la politique israélienne, mais j'ajouterais même de la politique mondiale, que l'heure sera venue probablement aussi de changer un petit peu les institutions Alors israéliennes. justement Alexandre, ces 4 élections en 3 ans, que nous disent-ils du système démocratique israélien ? Est-ce qu'il est à réformer selon vous ? Oui, il est profondément réformé, mais pas comme on le croit. C'est-à-dire qu'un certain nombre, bien entendu, le système démocratique israélien est le résultat d'ajustements pragmatiques qui ont été de proche en proche toujours maintenus les uns après les Parce autres. qu'on pense à la proportionnelle intégrale en particulier. La proportionnelle intégrale était indispensable à l'époque de Ben Gurion parce qu'il ne voulait pas que des petits partis soient écrasés par le parti évidemment dominant qui était le parti Mapai, le parti travailliste qui était le sien. Et il fallait donc laisser la place à toutes les minorités possibles et imaginables pour qu'elles aient un mot à dire à la Knesset. Mais il est évident aussi qu'il y avait une majorité, disons, tellement indiscutable que ceci ne menaçait pas la stabilité du régime. Aujourd'hui, bien entendu, l'introduction de la proportionnelle change beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a le plus changé ? Les Arabes israéliens étaient un certain nombre d'Arabes qui se sont trouvés soit pris au piège et qui n'ont pas voulu quitter ensuite le territoire israélien et donc garder leur citoyenneté, soit pour des raisons diverses, pas mal de chrétiens parmi eux, mais aussi d'autres minorités, comme les circassiens, eh bien, se sont ralliés à l'État d'Israël. Et donc, ces Arabes israéliens représentaient une contribution très profondément positive pour un État qui voulait montrer qu'à la différence des politiques d'expulsion des Juifs qui commençaient à se généraliser dans Dans le monde arabe. tout le monde arabe, eh bien, Israël faisait rigoureusement l'inverse. Elle assurait les libertés civiques et de tous les citoyens d'Israël. Petite nuance, évidemment,
étant donné qu'un certain nombre d'Arabes israéliens étaient profondément réticents au service militaire, eh bien, on décida de ne pas les assujettir. Ce qui leur donnait un statut de citoyen, pas tout à fait de seconde zone, mais un peu différent, puisqu'ils ne faisaient pas leur service militaire. Sauf qu'un certain nombre le faisaient. Et c'est ainsi aussi que la minorité druze décida massivement, et elle n'a cessé de le faire jusqu'à aujourd'hui, de faire son devoir militaire. Il y a aussi des petites minorités d'autres. Ceux-là ne sont soumis à aucune distinction par rapport aux autres Israéliens. Aujourd'hui, bien entendu, la poussée démographique formidable du monde des citoyens arabes israéliens et avec le ralliement par Ahmed Tibi à la politique de Yasser Arafat, crée en fait l'existence d'une minorité importante, près de 20% de la population aujourd'hui, qui assez divisée d'ailleurs elle-même. Mais elle sera représentée par un bloc de 3 partis et un deuxième parti qui a quitté ce premier bloc. Et le bloc des 3 partis, évidemment, était dominé par les communistes orthodoxes, toujours. Et on y retrouvait d'autres blocs de plus ou moins d'extrême gauche, etc. Toujours aujourd'hui, évidemment, avec l'alliance entre Adel Jouber, c'est-à-dire en fait la nouvelle Arabie saoudite, l'Arabie, je dirais, post-saoudite, et Israël, eh bien, il s'est trouvé que les plus islamistes d'entre eux, qui autrefois pouvaient sembler les plus hostiles à Israël, ont décidé de se dissocier des autres. C'est le parti islamiste Raham. Et le parti islamiste Raham, c'est toujours aujourd'hui le parti de l'Arabie saoudite. Et des Émirats aussi. Et les Émirats, et donc d'Israël. Et donc, ils votent Bibi. C'est absolument extraordinaire. Le monde est cela donne le vertige, mais c'est un fait. Mais bien au-delà, il y aura beaucoup d'électeurs arabes, notamment d'Arabes chrétiens, qui vont voter pour les partis de la majorité, et notamment pour le Likoud. Alexandre, puisqu'on parle d'alliance d'une certaine manière, le Parti travailliste et le Meretz ont annoncé cette semaine qu'ils recommanderaient Yair Lapid et son parti Yesh Atid auprès du président Rivlin au lendemain des élections pour former la prochaine coalition gouvernementale. Que vous inspire cet alliage entre des partis dont le dénominateur commun est probablement leur volonté commune de chasser Benyamin Netanyahou du pouvoir? Bon, là d'abord, nous parlons de partis croupions qui sont en train de disparaître de la face. Mais pas les électeurs et pas, je dirais, le véritable mouvement qui les a portés depuis toujours. Qu'était en effet le Mapai, le parti de Ben Gurion? C'était un parti qui était à la fois le parti d'une partie des kibbutzim, les kibbutz Takam, et d'autre part de l'armée, qui était elle-même, bien entendu, l'armée de tous les citoyens, mais dans laquelle les militants issus en fait du Palmach au départ, ça c'était plutôt le Mapam, et de la Haganah, étaient très dominants. Et ces militants, en fait, ont donné et ont continué à forger une armée de gauche. L'armée, encore aujourd'hui, malgré le ralliement, bien entendu, de beaucoup de sionistes religieux, et même de religieux qui n'étaient pas sionistes, mais qui maintenant font leur service militaire, et qu'on retrouve dans les unités parachutistes d'élite, alors qu'autrefois, c'était les kibbutzim les plus laïques qui étaient véritablement le point de naissance de tout cela, eh bien, a créé, je dirais, une gauche militaire. Cette gauche militaire est exprimée par un homme comme notre ami Benny Gantz, qui peut-être, il est actuellement un petit peu, il n'est même pas sûr qu'il fasse un score, mais aussi bien lui que Gabi Ashkenazi, que tous ces militaires, sont en fait tout simplement les représentants de la gauche laïque israélienne. Et donc, une gauche d'ailleurs qui s'est peut-être recentrée par rapport, par exemple, à Ehud Barak. Mais bien entendu, mais Ehud Barak a commencé effectivement la décadence parce qu'il a échoué dans sa tentative de réconciliation avec Yasser Arafat. Mais cette gauche militaire israélienne est toujours là. En fait, cette gauche, elle est maintenant plus militaire.
mais ce sont les gens qui, en fait, sont plutôt dans les start-up, dans la partie la plus dynamique de l'État israélien. Beaucoup de Russes aussi, qui ne se sentent pas si bien que ça dans le parti purement ethnique. Et donc, nous avons aujourd'hui une espèce de diaspora qui se cherche et qui va, évidemment, sous l'influence du système électoral qui n'est pas si mauvais que ça, devoir se regrouper. Donc, fin d'un certain nombre de partis d'extrême gauche, mais regroupement autour d'une gauche modérée, qui est celle que finalement a exprimé à un moment donné, comment s'appelait le chef de là, qui était le partenaire de Benny Bibi, Gantz. Benny Gantz. Mais bien entendu, aujourd'hui, il est évident que Yair Lapid, qui vient lui aussi d'une espèce de laïcisme un peu anti-séfarade d'ailleurs au départ, va essayer de représenter dans un système qui est très influencé par le système britannique. Il y a toujours une majorité et une opposition. L'opposition à Bibi Netanyahou. Mais encore plus de complexité, une partie de cette gauche historique va choisir la coalition avec Bibi parce qu'ils sont tous les deux d'accord pour faire des concessions massives aux Palestiniens. Et bien entendu, Yair Lapid est embarrassé là-dedans par des soutiens complexes. Et il n'a pas la capacité de souplesse de Bibi, qui en est tout à fait convaincu. Et qui, finalement, est le véritable parrain de cette transformation de la politique israélienne. C'est le grand rabbin Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, mais qui a en effet unifié le judaïsme et trouvé d'une certaine manière des formules de compromis, en expliquant que pour le commandement de la vie, il fallait faire des concessions très importantes sur la terre d'Israël, pas toutes bien sûr, Au début des etc. années 90. Alexandre Adler, la semaine a également été marquée par la tournée européenne de Reuven Rivlin, une forme de tournée d'adieu pour le président de l'État hébreu qui arrive bientôt en fin de mandat. Roubi Rivlin qui a rencontré ses homologues allemands, autrichiens puis français. Il a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée jeudi. Des entrevues qui ont porté principalement sur deux thèmes. D'abord le nucléaire iranien, ensuite la Cour pénale internationale. Reuven Rivlin a ainsi appelé la France à s'opposer à la décision de la CPI d'ouvrir une enquête sur des présumés crimes commis par l'armée israélienne et des organisations terroristes palestiniennes en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza à partir de juin 2014. Alexandre, est-ce que les Israéliens peuvent réussir à faire évoluer le point de vue français sur la question de cette enquête de la CPI? Sur la question de la CPI, naturellement, et ceci parce que la position de la France sur ce point rejoint celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'en fait, on en a assez de l'instrumentalisation de la Cour pénale internationale, qui était une fausse bonne idée, et qui s'efforce d'humilier les grands États avec des histoires, on va dire, à la mort moelle. Et donc, dans ces conditions, derrière les hypocrisies, tout ça sera balayé. Et je sens que même c'est pratiquement en train de se faire. Nos auditeurs l'entendront encore, mais je pense que cette affaire va être archivée. Sur l'autre question, en fait, qui est celle de l'ingérence des organisations internationales dans la vie politique et la vie culturelle. Là, je pense que petit à petit, un certain nombre de garanties vont être faites autour tout simplement du constat que, évidemment, l'État iranien ne renonce absolument pas au nucléaire et même accélère de plus en plus Parce que justement, Alexandre, pour les revenir conditions. sur la CPI, Reuven Rivlin a fait paraître jeudi dans le Figaro une tribune dans laquelle il explique que finalement cette enquête de la CPI est finalement une arme politique plutôt qu'une question de droit aujourd'hui. Oui, bien entendu, c'est un moyen, bien entendu, de faire pression sur Israël, de condamner les accords d'Abraham, de bloquer le processus de rapprochement de plus en plus évident entre l'Arabie saoudite et puis les États du Golfe d'un côté, et puis Israël, bien sûr. Mais on commence à le comprendre.
Et simplement, il faut créer des majorités, comme disait Edgar Faure dans son temps, des majorités d'idées pour trouver les moyens juridiques intelligents pour bloquer tout ça. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et ceci, pourquoi? À cause du miracle des vaccins. Tout le monde a vu qu'Israël a été le premier pays, et de loin, à réaliser une politique de vaccination révolutionnaire et que nous sommes en train de sortir du Covid. Alors dans ces conditions, on va tout simplement continuer d'ailleurs à parler doucement aux Iraniens parce que ce que l'on veut, surtout aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est que les élections iraniennes qui doivent se tenir, je pense, Mois de juin au mois prochain. de juin, voilà, et pour peut-être se tiendront-elles un peu avant si le système iranien va par-dessus tête. On veut obliger tout simplement l'État iranien, au lieu de tricher comme il a toujours fait et de bourrer les urnes de telle sorte que la volonté populaire iranienne soit plus ou moins contrefaite, eh bien cette fois-ci, on veut que les élections aillent à leur terme. Et nous sommes confiants aujourd'hui, quand je dis nous, c'est moi, mais c'est la communauté internationale, et les Américains sont bien d'accord avec cela là aussi, que finalement, à la fin des fins, eh bien, il va s'ouvrir une fenêtre d'opportunité iranienne qui permettra de négocier. Le Shah Reza Pahlavi, qui est un homme qui est aujourd'hui beaucoup plus influent en Iran que je n'avais imaginé, est en train de le dire, il ne renoncera pas au nucléaire Vous iranien. faites allusion au fils du Shah. Le fils du Shah, il ne renoncera pas, bien entendu, mais il dit que lui étant là, il négociera, etc., etc. Alexandre, il nous reste un peu moins de 3 minutes et j'aimerais vous faire réagir à un dernier sujet d'actualité qui est d'ailleurs en lien avec cette visite de Reuven Rivlin, puisque le ministre des Affaires étrangères israélien Gabi Ashkenazi était lui cette semaine en Russie, où il a rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. On y a également parlé de la CPI, du nucléaire iranien, mais aussi de la présence iranienne en Syrie. Mais j'aimerais surtout vous faire réagir, Alexandre, aux déclarations de Joe Biden sur Vladimir Poutine, déclaration fracassante du président américain qu'il a accusé d'être, je cite, un tueur. Moscou a rappelé dans la foulée son ambassadeur à Washington. Vous êtes un grand spécialiste de la Russie et de l'URSS, Alexandre Adler. Est-ce que la relation américano-russe entre aujourd'hui dans une nouvelle phase de crise sur fond d'accusations d'ingérence électorale et d'action contre des opposants russes? Alors nous sommes à l'apogée de la comédie. Ah. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine, bien sûr, est toujours le président de la Russie, tout le monde lui sauve la face. Enfin, Vladimir Poutine a déclaré aussi publiquement qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Il n'était pas obligé de le faire, il pouvait attendre. Et tout indique que pour des raisons de santé, on lui a retiré la signature. Et ce que l'on voit, c'est qu'en réalité, à la tête de la Russie, il y a aujourd'hui, non pas Vladimir Poutine, bien que je sache évidemment que Poutine va tout essayer pour maintenir évidemment ce qui lui reste de pouvoir. Mais en réalité, il y a une direction collective, avec un certain nombre de gens que je connais, d'autres que je ne connais pas. Mais du côté américain, parce qu'il nous reste peu de temps, sur qu'est-ce que ça indique de la volonté d'évolution de cette relation du côté de Biden par rapport à ce qu'on a vécu avec Rien, Trump en tout cas, des ces 4 relations... dernières années. oui, il a évidemment attaqué les Russes. C'est dire à tous les partisans de Trump et tous les autres, voyez, vous avez présenté Biden comme un weakling, un minable qui va se coucher devant les Russes. Vous avez vu comment il leur parle. Bon, c'est très bien. Mais en même temps, en faisant cela, il y a un deuxième message. Deuxième message crypté, celui-là, aux Russes en disant, nous avons bien compris que Poutine n'est plus aujourd'hui le seul acteur, loin de là. Nous allons taper sur lui parce que ça ne coûte rien, mais nous sommes tout prêts à discuter avec la direction collective et notamment avec le chef de l'armée, Serge Shoigu, ce grand chef mongol de 1,90 m, qui est curieusement l'homme fort aujourd'hui de la Russie, à côté bien sûr de personnages comme l'ancien ambassadeur Avdeyev, qui est ambassadeur au Vatican et qui dirige toute la politique au Moyen-Orient, etc., etc. Il y en a d'autres, hein. Mais alors, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui se réunissent au Kremlin à bas bruit et qui décident. Et ça, les Américains qui sont bien au courant n'ont pas du tout dit qu'ils ne feraient pas un effort avec la direction collective.
Mais ils vont pas, puisque Poutine est en difficulté, voilà, fire and forget, comme on dit dans les missiles. On tire et on oublie. Hein. C'est déjà la fin de ce numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique d'Alexandre Aller présentée par Steve Nadjar. Merci beaucoup Alexandre d'avoir décrypté pour nous cette actualité géopolitique. Merci à vous, et donc, chers auditeurs, absolument, chers auditeurs et auditrices de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radioj.fr, bien sûr, mais aussi désormais sur de nombreuses plateformes, notamment Spotify, une émission également disponible en vidéo sur YouTube. Pas de Mondovision, Alexandre, ces 2 prochaines semaines en raison des fêtes de Pessah. Alors en attendant cette fête de Pessah qui s'ouvrira dans une dizaine de jours, Chag Sameach à vous et à dans 3 semaines. Chag Sameach pour tous.